Bienvenue à ce dîner débat donc organisé par l'AFJA, donc en partenariat avec le SPACE. Alors on a choisi cette année la crise du porc, on se demande bien pourquoi. Ça a animé tout l'été les médias. On peut faire un constat, c'est que la filière porcine française voit sa production baisser régulièrement. Donc, alors vous me reprendrez, mais j'ai trouvé des chiffres autour de moins 6% depuis 7 ans. On va perdre encore un peu cette année. Et dans le même temps, au niveau européen, la production porcine augmente. Alors, on peut peut-être commencer par Monsieur Simier. Pouvez-vous nous faire un état des lieux du marché de la viande de porc? Alors, je voudrais commencer par un paradoxe. C'est que l'année, si on revient un petit peu en arrière, l'année 2014 était une année inédite dans le marché des viandes au niveau international. C'est une année de prix record sur quasiment toutes les viandes, sauf en Europe. Effectivement, l'Europe est dans la crise. Si vous regardez l'ensemble des matières premières, l'année dernière, elles ont baissé toutes, hein, les métaux ferreux, non ferreux, le pétrole, l'énergie, etc., moins 10%, voire plus. Et finalement, il n'y a qu'un produit qui n'a pas vraiment beaucoup baissé, c'est les viandes. Alors, il avait monté plus tardivement, c'est vrai, en 2008, les viandes n'avaient pas beaucoup monté, 2008-2009. Mais l'année dernière, les viandes, quand le prix moyen des aliments, indice FAO, a baissé de 10%, les viandes ont monté de 8%. Alors, vous allez me dire, c'est un indice composite mondial, etc., ça ne veut rien dire, et puis on est très loin de la Bretagne, oui, certes. Enfin, on n'est quand même pas... on est dans un marché global, on est dans un marché européen, et un marché européen qui exporte, notamment sur le porc. L'Union européenne est le premier exportateur mondial de viande porcine, ça on ne sait pas. Hein, c'est d'ailleurs peut-être la seule viande où on reste un peu compétitif au niveau international. On est plus compétitif dans le poulet, on est plus compétitif depuis très longtemps dans le bœuf, sauf sur des segments un peu particuliers. Parlons pas du mouton, c'est quand même un peu, c'est devenu anecdotique pour l'Europe. Mais dans le porc, on est numéro 1. Hein, on fait 3 millions de tonnes à l'export, nettement devant les États-Unis qui en font 2, et nettement devant le Canada qui en fait 1, alors qu'on n'est que le deuxième producteur mondial derrière la Chine. La Chine fait près de 60 millions de tonnes, 56, 58, ça dépend des chiffres, mais en gros, et nous on fait 24, 25 en Europe. Et donc, un grand paradoxe. Alors pour moi, il y a une explication quand même assez simple. C'est pas la demande mondiale, ça c'est clair. En Europe, c'est assez simple quand même. Ça s'appelle l'embargo russe. L'Europe exporte quand même chaque année, a exporté chaque année 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires de produits alimentaires vers la Russie. C'était quand même un de ses premiers marchés. Et ça, c'est une cause conjoncturelle, extérieure, géopolitique, qui déclenche, par ailleurs, dans une filière qui était sans doute fragilisée, l'événement qui fait basculer le système. Et puis, pour revenir sur cette année, les marchés des viandes, même si c'est beaucoup moins bon que l'année dernière, c'est quand même pas mauvais. Le bœuf, il y en a toujours pas beaucoup aux États-Unis, parce que décapitalisé énormément, ils n'ont pas rempli les feedlots, même si les céréales sont moins chères. La viande ovine, il y en a toujours peu en Océanie. La volaille, c'est toujours le problème de la grippe aviaire, et à mon avis, c'est pas prêt d'être réglé. Et le porc, on en parlera peut-être dans la discussion, l'Asie est acheteuse, en particulier la Chine, qui a aussi des problèmes sanitaires. Le problème, c'est que nous, on n'en profite pas beaucoup en France, c'est plutôt les Allemands, d'abord c'est les autres, et ensuite c'est les Européens, les Allemands, les Danois, les Espagnols, pas beaucoup les Français. Alors ça pose peut-être une question d'organisation à l'export, mais en tout cas c'est ce que je voulais proposer dans un premier temps, à la discussion, c'est cette espèce de paradoxe qui fait que nous sommes aujourd'hui dans cette crise. Après, on va venir aux solutions, mais bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. On l'a dit tout à l'heure, la production porcine connaît est cyclique, hein, les crises sont cycliques. Qu'est-ce qui est... en quoi c'est différent cette fois-ci par rapport aux précédentes crises, Monsieur Offray? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Vous avez dit vous-même que les crises précédentes étaient des crises cycliques. Oui. Depuis 2007, j'ai vraiment l'impression que le mot cyclique est sorti de notre environnement. J'ai pas l'impression qu'on ait été dans un environnement cyclique où d'habitude on avait eu une bonne année, une mauvaise et une moyenne. Donc aujourd'hui, on a depuis 7-8 ans collectionné que les désagréments
on va dire, du libéralisme tel qu'il est en train de s'imposer partout dans le monde. Quels sont aujourd'hui les pourcentages de mise en œuvre en France? Quelle est la part de viande utilisée, la part française, espagnole et allemande? Ok, donc peut-être un mot peut-être juste avant pour dire que la crise a mis aussi en évidence que les coûts de production au niveau des différents pays de la communauté européenne n'étaient pas les mêmes. C'est-à-dire que nous, si on a besoin d'un 40 aujourd'hui au marché, nos concurrents ont besoin d'un 20, d'un 10, voire de peut-être moins pour équilibrer. Donc le vrai problème, il est quand même là. Alors en matière d'importation, c'est vrai que la France exporte 750 000 tonnes par an, donc on est des gros exportateurs, mais évidemment on importe à peu près 650 000 tonnes avec deux gros faiseurs, l'Espagne qui fait à peu près 300 000 tonnes et l'Allemagne qui fait 100 000 tonnes. Donc à eux deux, c'est 400 000 tonnes d'importation et en grande majorité sont des produits qui vont à la transformation pour faire des produits de charcuterie salaison. Et comme l'a dit Paul tout à l'heure, ça ne s'explique pas seulement par les besoins de volume ou par la qualité du produit. La première cause de ces importations massives qui ont fait qu'augmenter depuis ces années, c'est la différence de prix. Aujourd'hui, nos industriels de la charcuterie veulent des produits élaborés pour mettre directement dans leur moule, pour effectivement avoir un produit qui n'est plus de main-d'œuvre. Ils veulent que la main-d'œuvre soit décalée sur leurs fournisseurs. Et évidemment, les pays dans lesquels la main-d'œuvre est bon marché sont plus compétitifs que nous. Et aujourd'hui, pour donner un exemple clair, sur du jambon désossé, on a pratiquement 1 euro d'écart entre l'Espagne et la France. On a beaucoup, à un moment donné, montré du doigt la grande distribution. En tant que responsable de la baisse des prix. Les choses se sont un peu décalées dans le temps. On voit que c'est pas si simple que ça et que aujourd'hui les abatteurs veulent des prix plus bas parce que eux ils exportent, ils sont pas sur le marché français. Qu'en est-il exactement aujourd'hui? Est-ce que la grande distribution est vraiment, joue le jeu? Comment ça se passe aujourd'hui autour de ces débats? Donc c'est effectivement sur cette distribution qu'il faut qu'on trouve un accord. Alors aujourd'hui, je pourrais vous en parler plus tard si vous le souhaitez. Nous avons, alors c'est entre nous, hein, parce qu'on ne peut pas trop diffuser ça quand même, mais on s'est dit que finalement ces gens-là, il faudrait qu'ils nous donnent des dommages de guerre. Parce qu'ils ont déclaré une guerre, et quand on fait la guerre, il y a forcément que des perdants, mais nous on a vraiment tellement perdu qu'il faudrait qu'à un moment donné, effectivement, on retrouve les moyens de retrouver une certaine compétitivité à travers leur engagement, et c'est pour ça qu'on a en réflexion, effectivement, la mise sur pied d'une politique qui permettrait de passer directement entre un deal entre la distribution et les éleveurs, de manière à ce qu'on retrouve un peu de compétitivité pour restructurer nos exploitations, pour retrouver de la trésorerie et sans doute pour assurer une plus forte promotion de notre produit. Et sur la partie export? Mais forcément, on a ce problème du prix. Alors, vous en parliez un peu, donc de la problématique liée aujourd'hui à notre marché spécifique français, qui est un peu déconnecté du marché européen. Et qui donc, évidemment, est un peu handicapé au niveau de l'exportation. Pour la Chine, pour l'instant, malgré tout, je pense que la qualité française est assez reconnue. Donc on n'a pas perdu de position. En tous les cas, en termes de volume, on en a plutôt gagné, puisqu'on est passé de 80 à 110, c'est bien ça, Paul, en tendance. Donc on a repris 30 000 tonnes sur les 75 000 qu'on avait perdu par rapport à la Russie. Donc ça progresse un petit peu, mais en tout état de cause, effectivement, le marché mondial a ses valeurs, en tous les cas ses règles. Et ces règles, c'est en général, bien sûr, le sanitaire, c'est la première clé d'entrée. La deuxième, c'est la régularité. Ça, c'est un peu compliqué, parce qu'il faut effectivement persévérer quand on est sur un marché. Et la troisième, c'est le prix. Et sur le prix et qualité, bien entendu, bon, là, globalement, on n'est pas encore décroché, mais effectivement, il y a un risque. Alors, il y a un agriculteur qui est là cet après-midi qui nous disait de savoir que la Coperle n'est pas prête à payer 1,40 €, qui est le prix qui a été le prix de référence, ça le choquait. Alors, est-ce que vous êtes choqué par
par la réaction de la Copperle? Le prix des filières, il ne s'arrête pas chez l'abatteur des coupeurs ou chez le salaisonnier. Enfin, là, j'enfonce une porte ouverte. Quand les prix à la production montent, il y a un effet assez rapide des augmentations de prix à la consommation, enfin dans le magasin. En revanche, je caricature, mais grosso modo c'est ça quand même, quand les prix baissent à la production, il y a un effet moins rapide et moins fort de baisse à la consommation. Il y a eu une certaine reconstitution des marges des distributeurs. Et si on va avoir dans le chapitre viande porcine, il y a deux produits qui sont pris en exemple. Il y a la longe, où là ça n'a pas trop mal fonctionné en termes de rééquilibrage, je parle de mes mains, et par contre il y en a un autre où ça n'a pas du tout bien fonctionné, c'est le jambon. C'est-à-dire que le jambon, je crois que ça a baissé d'un côté et ça a augmenté de l'autre. Je parle sous le contrôle des gens qui sont plus spécialistes que moi. Préciser. Ça a baissé du côté des fournisseurs et ça a monté du côté de la vente au consommateur, du prix vendu au consommateur. Donc autrement dit, l'histoire d'un 1,40 €, c'est pas le problème abatteur, découpeur ou même charcutier. Pour moi, c'est le problème effectivement quand même de la translation du prix entre donc au sein de la filière. Il y a 4 maillons pour moi dans le porc. Il y a le producteur, l'abatteur découpeur, le charcutier, parce que 2/3 de la viande c'est de la charcuterie, et le distributeur au sens large. Et je pense que là, il y a quand même encore, pour moi, c'est une source d'ailleurs d'optimisme, je pense qu'il y a de la marge ou de la valeur à récupérer tout au bout de la filière. Monsieur Rouch. Juste 2 mots. Premier mot, c'est que l'exportation aujourd'hui, 1 porc sur 3 qui est produit en France est destiné à être vendu en dehors de nos frontières, donc 1 sur 3. C'est-à-dire que l'exportation, c'est 30% de notre activité, c'est plus que la grande distribution qui ne fait que 25% de notre activité. Donc l'exportation, c'est très important. Et l'abattage est un métier de désassemblage. On achète des porcs vivants, on les abat et on les coupe en petits morceaux et on essaye de vendre chaque morceau dans le pays du monde où il se vend le mieux. C'est ça le métier. Et effectivement, la réaction de Copperle et Bigard, elle est double. Difficulté de vendre à l'exportation, puisqu'on avait des prix intérieurs qui étaient trop élevés et que nos concurrents européens étaient moins chers que nous, donc on n'arrivait plus à vendre nos pièces, et notamment des groupes comme Bigard et Copperle qui sont des gros exportateurs. Les stocks de leurs frigos se sont chargés très rapidement, ils étaient vraiment au bord de l'asphyxie. Et la deuxième chose, puisqu'on là il faut dire les choses, rappelons quand même comment a été fait ce 1,40 €. C'est tout le talent de la FNP et de Paul Auffray d'avoir convaincu le ministre qu'il fallait convaincre la filière de mettre un prix à 1,40 €. Dans le même temps, les éleveurs ont fait ce qu'il fallait auprès des distributeurs qui sont aussi acheteurs au marché au cadran. Et effectivement, en quelques semaines, les acheteurs au cadran qui sont liés à la distribution ont fait monter le prix à 1,40 €. Donc ces deux distributeurs, disons-le aussi, un peu sous la pression à la fois du ministre et de la production, ont appuyé au cadran pour arriver à 1,40 €, et effectivement on est arrivé à un cours artificiel, déconnecté du marché européen, déconnecté de l'exportation, un cours politique que les abatteurs ne pouvaient plus soutenir. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a, depuis le début de l'hiver, on a rencontré l'ensemble des distributeurs français. Je dis bien l'ensemble des distributeurs français. Ça s'est fait en toute discrétion. On a vu Leclerc, on a vu Inter, on a vu Casino, on a vu Auchan, on a vu qui encore Carrefour, et puis je sais plus, Lidl aussi, on les a tous rencontrés. On s'est rendu compte que qu'en discutant directement avec ces gens-là, qu'on pouvait aussi, en quelque sorte, entrevoir un certain nombre de pistes de réflexion communes. A contrario, on a essayé de la même façon de rencontrer l'ensemble des industriels, et là je peux vous dire que c'était beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué parce que le monde de la viande est un monde, à mon avis, très opaque. Et très honnêtement, quand nous, producteurs, on a essayé de se mettre un peu dans l'échiquier, ben ça dérange. Ça dérange parce qu'on dérange les codes, on dérange en quelque sorte les processus de relations commerciales entre les uns et les autres. Et très honnêtement, nous, on n'a plus rien à perdre. Parce que très honnêtement, entre 1,40 € payé au producteur et 15 € le kilo de jambon, ou 7 ou 8 € le kilo de viande fraîche dans les markets, il y a forcément la place pour les producteurs. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait demander par exemple à monsieur Sergent, qui est producteur de porc, comment vous réagissez à tout ça, et vous, votre problématique de prix, est-ce que vous pouvez nous en parler, et de coût de production? On a été
verrouillé depuis plus de 10 ans par rapport à des réglementations franco-françaises, et que pendant cette période, autour de nous, dans les pays du nord de l'Europe, dans les pays du sud de l'Europe, bah voilà, il y a des pays qui ne sont pas restés nous regarder ni nous attendre, qui ont évolué. Et moi je considère que maintenant, le terrain de jeu, je vais dire ça comme ça, parce que j'ai joué au football, bah, c'est l'Europe. Hein, on est sur le même terrain de jeu. Par contre, on n'a plus les mêmes armes pour faire le même jeu en fait. Et que nous, les Français, là, on nous a mis quand même des sacrés boulets à nos pieds pour produire ce fameux cochon. Par rapport à toutes les annonces qui ont été faites par le gouvernement, on va dire pour soutenir les trésoreries à court terme, est-ce que vous avez le sentiment qu'elles sont à la hauteur par rapport aux éleveurs que vous rencontrez, que vous connaissez? Alors, sur le contexte actuel, donc moi je considère qu'il y a deux niveaux. D'un côté, des mesures d'urgence en lien avec les trésoreries qui sont dégradées, où là, donc c'est ce qu'on appelle le fonds d'allègement des charges, le FAC. Il y aura, j'espère, des mesures qui permettront de soulager momentanément un certain nombre d'exploitants et d'éleveurs. Mais c'est pas avec ça qu'on va structurer la production et les élevages. Pour structurer la région, les élevages, il faut plus, ce que je disais tout à l'heure, une réforme de fond. Et il y a un point, mais qui était déjà avant la crise, hein, c'est ce qu'on avait appelé le PCAEA, donc c'est le plan de compétitivité de notre secteur agricole, au travers d'aides européennes, passant par les régions, où on doit pouvoir justement accéder donc à un certain nombre d'aides pour moderniser, développer et mieux organiser notre production. Ça, pour moi, c'est un élément essentiel. Mais il y a effectivement un besoin d'investissement, mais voilà, est-ce que, tout compte fait, est-ce que vous venez d'expliquer, est-ce que ça remet en cause aujourd'hui le modèle de production qui existe en France, et notamment en Bretagne? Est-ce que ce modèle est remis en cause? Moi, je pense qu'une des solutions, c'est retrouver de la valeur. C'est un raisonnement purement économique dans le prix de marché. C'est aller chercher la valeur par un rapport de force au sein de la filière, par de la contractualisation, par de la segmentation, différenciation, valeur ajoutée. Enfin, c'est des termes qu'on utilise dans tous les secteurs économiques. C'est comme, moi, je prends toujours l'exemple de la voiture. Hein. Mercedes ou BMW, il y a la petite, la moyenne et le haut de gamme. Donc voilà, dans le port, on peut peut-être aussi faire la même chose. Et c'est toujours BMW. Toute la gamme est de qualité, mais les prix différents. Et puis moi je dirais qu'arrive comme une cerise sur le gâteau, si je puis dire, les aides publiques qui vont encourager, pour reprendre ce que disait André, je pense effectivement pour redonner une incitation, mais l'aide publique pour moi ne compensera pas le déficit, encore une fois, de compétitivité ou de perte de prix sur le marché. Ça je n'y crois pas. Donc aujourd'hui les questions à se poser, vous savez quand on parle d'import à 1,40, c'est 1,56 payé à l'éleveur. Donc c'est pas 1,40, c'est 1,56 payé à l'éleveur. Donc aujourd'hui la question de se poser, c'est si un éleveur à 1,56 ne peut pas gagner sa vie, ne peut pas équilibrer, est-ce qu'il a encore une place sur un marché tel que le marché aujourd'hui, qui est un marché de concentration et de compétitivité? Il faut avoir le courage de se poser la question. Et nous, oui, la même chose aux abatteurs. Oui, tout à fait. Mais nous, on est demandeurs de la restructuration. Vous savez, nous aujourd'hui, il y a 3 outils qui font 50% de marché. Mais on a encore des petits. Vous savez, au Danemark, le premier abatteur, il fait 27 millions de porcs. Le premier français fait 5 millions. En Allemagne, le premier opérateur fait 17 millions. Copperl fait 5 millions. En Hollande, le premier opérateur fait 15 millions. Bigard fait 5 millions. On a quand même aujourd'hui une question de taille. Alors on peut le critiquer, pas le critiquer, mais l'économie est ainsi faite qu'il faut des outils performants, compétitifs et qui ont des places importantes sur le marché. Parce que quand vous avez en face de vous 4 distributeurs, 5 saisonniers, si vous êtes 300, vous avez perdu l'avance. On ne peut pas tout résumer à une question de compétitivité et de concentration. Il y a des éleveurs qui ont des tailles d'atelier modestes et qui sont hyper compétitifs parce que très cohérents dans leur système. Et on ne peut pas tout résumer à ça, pas possible. Je pense pas. Je pense que
il y a des éleveurs, encore une fois, qui ont 500 truies et plus, qui sont beaucoup plus fragiles que des éleveurs de 100 truies. Preuve à l'appui. Regardez bien sur le terrain aujourd'hui en Bretagne, quels sont les élevages qui ont mis à genoux à terre. Parce que moi, ce que je crois savoir quand même sur les marchés comme ceux-là, j'ai certainement plus référence sur notre filière, mais c'est qu'il faut aller... Bon, on a parlé de segmentation, différenciation, mais aussi, ça veut dire aller le plus près possible du consommateur, là où se fait probablement la marge. Enfin, quand on regarde la création de marge, enfin, c'est aussi la question, et est-ce qu'on est équipé tel qu'on est actuellement pour aller la chercher, ou sinon, comment faire pour aller la chercher? Est-ce que la segmentation, elle est homogène, ou est-ce que certains marchés sont plus rémunérateurs, et comment est-ce qu'on peut aller engranger sur ces marchés rémunérateurs? Parce que j'ai comme l'impression que les distributeurs en ce moment, ils ont quand même un rôle très facile. Ils achètent au prix ras des pâquerettes, alors qu'ils ont une des valorisations, enfin ils n'ont pas la plus mauvaise des valorisations. Donc le marché, l'organisation du marché telle qu'elle est actuellement, j'ai plutôt l'impression que ces grands gagnants s'appellent Leclerc et Intermarché. Ils ont intérêt, objectivement, à maintenir la situation actuelle. Il y a une vraie nécessité d'être plus visible à l'exportation pour la viande française. Alors Jean-Luc Angot, vous travaillez sur ce sujet depuis pas mal de temps. Alors parlez-nous de la plateforme qui est en train de se mettre en place pour soutenir la commercialisation à l'export de la viande française. Le ministre m'a confié cette mission de structuration de l'offre à l'exportation et de mise en place donc d'une plateforme qui est destinée à regrouper les entreprises. Alors essentiellement du secteur bovin, mais il y a également quelques entreprises du secteur porcin et c'est amené bien entendu à se développer. L'objectif étant de partager au sein de cette plateforme les informations en matière d'offres commerciales, les appels d'offres qui peuvent exister, etc., pour voir comment répondre de façon collective à ces appels d'offres, puisqu'il y a possibilité, en organisant, en structurant l'offre, de répondre de façon globale au niveau français. En mettant en avant également une image de la viande française. Bon, vous connaissez bien tout ce qui a été mis en place au niveau national, hein, avec le porc français, la viande bovine française, la volaille française, le lapin français, etc. Et pourquoi pas mettre ça aussi en avant sur les pays tiers. Et donc on va développer aussi un logo de French Meat Quality sur les marchés extérieurs, qui sera porté par cette structure, cette plateforme qui aura un statut de SAS, de société à action simplifiée, qui s'appellera France Viande Export, et qui sera amené aussi également à promouvoir sur les marchés étrangers l'image de la viande française. Alors là, je fais un petit aparté, puisque ça a été évoqué à plusieurs reprises, parce que c'est vrai qu'on a parlé de la crise et que l'exportation était une des réponses à cette crise, enfin l'augmentation des exportations était une des réponses à cette crise, et malheureusement, une des raisons de la crise, c'est aussi la fermeture de la Russie, qui était vraiment un marché très important. Là, je parle bien sûr des choses qui ne sont pas couvertes par l'embargo politique, puisque là, ça nous dépasse, bien entendu. Je parle des choses qui sont couvertes par des embargos sanitaires. Et on s'est dit, pourquoi pas de signer quelque chose également dans le domaine du porc, puisque la peste porcine africaine, elle est quand même, fort heureusement, et j'espère pour longtemps encore, loin de nos frontières. Donc, on a entrepris des négociations avec les Russes, et lors de la semaine verte, la Grüne-Woche à Berlin, au mois de janvier, on avait d'ailleurs pris des contacts avant avec la Commission européenne, qui nous avait donné l'accord de faire du bilatéral. Bon, c'était un accord oral, c'est vrai, mais on avait quand même un accord pour faire du bilatéral. Et les Russes nous ont dit qu'ils étaient OK, compte tenu du système de contrôle et de notre situation sanitaire, pour réouvrir pour les gras et les abats de porc français, belges, danois, hollandais et italiens, pardon. Et on était à deux doigts de signer un protocole sanitaire. Bon, patatrac. Il s'est trouvé que les Polonais et les Allemands, qui n'étaient pas dans la liste, sont montés au créneau.
Et on a eu droit à une belle note du service des affaires juridiques de la Commission européenne disant que c'était négociation sanitaire était de la compétence exclusive de la Commission et qu'il était hors de question que l'on fasse du bilatéral. Donc là, avec la Russie, on est un peu dans une impasse, avec en plus un panel à l'OMC. Donc voilà actuellement où on en est, et on a bon espoir de pouvoir lever cet embargo sanitaire, parce que l'embargo politique, bien sûr, ça nous dépasse, mais d'un point de vue sanitaire, ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on puisse donner aux Russes. Le principe avec les Russes, c'est que c'est comme avec les Chinois, il ne faut pas qu'ils perdent la face, donc il faut qu'on puisse leur donner matière à réouvrir le marché. Et donc si on leur donne des assurances sur notre système de biosécurité, sur le contrôle de la faune sauvage, puisque malheureusement le réservoir de la peste porcine africaine c'est dans la faune sauvage, sur le système de contrôle, ça pourrait leur permettre de réouvrir un certain nombre de pays, et on espère bien la France parmi ces pays. Alors, on parle exportation, on n'a pas évoqué le sujet de la viande, enfin de l'origine France, toute la communication qui est en place, et puis d'une façon plus générale, comment on peut dire, de l'accueil qui est fait de la part des Français sur tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit cet été. Est-ce que vous avez l'impression que les choses bougent un peu? Alors d'une part au niveau des consommateurs français, et puis d'un autre côté aussi au niveau des collectivités, de la restauration collective, où il y a eu des mesures qui ont été prises. Est-ce que vous avez bon espoir pour que cette image de la viande française soit redorée? On voit quand même, à travers les différentes enquêtes d'opinion qui sont faites, que pratiquement 70% des consommateurs, en tous les cas c'est ce qu'on déclare, souhaitent effectivement connaître l'origine des produits. Bon. Donc on pense que c'est un atout pour le fournisseur et pour le distributeur que d'afficher l'origine des produits. Ça pose un certain nombre de problématiques techniques, mais on voit bien quand même que ça avance, et en tous les cas, je pense que c'est un sujet qui devrait, en tous les cas, préoccuper les industriels français. Je crois qu'il faut dire une chose ici, c'est que la crise du porc, elle est devant nous. Si on croit qu'elle est derrière nous, on se trompe. La crise du porc, elle est dans 15 jours. Donc face à cette crise, il y a deux solutions. Au niveau communautaire, il y a deux mesures qui vont être prises. La première mesure, c'est une opération de stockage privé qui va se mettre en place dans les jours qui viennent. Donc là, pour montrer qu'ils font quelque chose. La deuxième mesure, c'est qu'ils vont essayer de négocier avec la Russie, même si ça sera compliqué, mais je pense qu'ils vont tout faire pour y arriver, parce qu'ils n'ont pas d'autres mesures à mettre en place que le stockage, et d'annoncer que la Russie va peut-être réouvrir. Donc ça, c'est au niveau communautaire. Mais au niveau français, la seule mesure qui va nous permettre de passer la crise, si on arrive à la passer, c'est effectivement un retour vers l'origine française et un retour vers l'achat français, aussi bien par les saisonniers que par les distributeurs. Si on n'a pas, dans les semaines qui viennent, ce retour du consommateur, du transformateur pour acheter français, ça sera très très compliqué à vivre dans les jours qui peuvent, pas seulement pour les éleveurs, mais aussi pour l'ensemble de la filière et les abatteurs que nous sommes. Merci beaucoup pour tous les intervenants, merci pour votre écoute, et puis à l'année prochaine. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.